Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, la République autoproclamée de Catalogne sous la tutelle de Madrid. La crise est à son paroxysme en Espagne. Mariano Rajoy a-t-il les moyens concrets de contrôler la région? La désobéissance civile s'organise, des violences sont-elles à craindre? L'Espagne a-t-elle implosé cette semaine? Le président chinois sort du 19e congrès du Parti communiste sans rival, avec un nouveau mandat de 5 ans, mais aussi avec sa pensée inscrite dans la charte du parti. Où va la Chine de Xi Jinping? Le pays s'assume en grande puissance. Est-il d'ores et déjà le nouvel artisan de l'ordre mondial? Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, en Centrafrique pour alerter sur une crise oubliée et pour demander plus de casques bleus. Mais à quoi serviront-ils alors qu'ils sont décriés par la population pour leur passivité? Depuis cet été, le pays s'enfonce dans les pires violences. Un génocide est-il en cours? Pas de consensus européen sur le glyphosate, plus connu sous le nom de Roundup, l'herbicide star de Monsanto. Soit il est réautorisé, soit il est interdit. Ça paraît simple et pourtant, le dossier est le théâtre de batailles scientifiques et de conflits d'intérêts. Est-ce le prochain grand scandale sanitaire mondial? Et pour commenter, décrypter cette actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Sarah Daniel, chef du service étranger de l'hebdomadaire français L'Obs, grand reporter encore aujourd'hui. Vous avez commencé votre carrière aux États-Unis, puis vous devenez correspondante de guerre, notamment en Afghanistan et en Irak. Agnès Gaudu, chef du service Asie à l'hebdomadaire français Courrier International, où vous travaillez depuis 20 ans. Vous avez supervisé le numéro de la semaine dernière consacré à la Chine, un pays dans lequel vous avez étudié et travaillé comme journaliste indépendante. Yann Mins, essayiste, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives économiques. Vous étiez précédemment chef adjoint du service Monde au quotidien La Croix. Et puis Louis Kemayou, président du Club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager, Mutation, de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télésud. Merci à vous quatre d'être ici en plateau ce dimanche. Merci à vous qui nous regardez. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux. On vous attend nombreux sur notre page Facebook Kiosque ou alors sur Twitter avec le hashtag le mot dièse Kiosque. Vendredi, en Espagne, le Sénat avait de toute façon prévu de régler le problème catalan en mettant la région sous tutelle grâce à l'article 155 de la Constitution. Ayant abandonné l'idée d'élection anticipée qui aurait permis de stopper le processus, le camp indépendantiste a décidé du coup de jouer son va-tout. La résolution de la déclaration des représentants du Parlement est approuvée par 70 votes pour, 10 contre et 2 blancs. « 214 oui, 47 non, une abstention. Donc le Sénat approuve la proposition du gouvernement et approuve les mesures de l'article 155 de la Constitution. » Destitution du président de la Généralité de Catalogne, la destitution du vice-président de la Généralité de Catalogne et des autres membres du gouvernement autonome. Aujourd'hui, j'ai dissous le Parlement de Catalogne et le 21 décembre, des élections autonomes auront lieu dans cette communauté autonome. La meilleure manière de défendre les victoires obtenues jusqu'à aujourd'hui est l'opposition démocratique à l'application de l'article 155. Alors, depuis hier samedi, cette république autoproclamée de Catalogne est sous la tutelle de Madrid. Question qu'on se pose, c'est qui contrôle quoi? Puisque d'un côté, on a les indépendantistes qui disent qu'ils continuent comme en 40. Actuellement, ce qu'on ne sait pas, c'est comment va se passer l'application concrète de l'article 155. Ce que doit faire en principe maintenant le gouvernement espagnol, c'est prendre le contrôle de l'administration catalane. Mais l'administration catalane, c'est 200 000 personnes, je crois. Est-ce que ces fonctionnaires catalans vont obéir? La première chose qu'a fait Mariano Rajoy après ce qu'on a vu, ça a été de changer le patron de la police catalane, les Mossos d'Esquadra. Le patron précédent était un indépendantiste notoire qui avait été nommé il y a peu de temps, qui avait été très critiqué au moment du référendum 1er octobre par le gouvernement de Madrid. Là, il a été changé par l'un de ses adjoints. Est-ce que tous ces gens-là vont obéir ou pas à Madrid? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que les fonctionnaires vont considérer qu'il faut continuer à fonctionner la région, ou est-ce qu'au contraire, ils vont faire de la résistance passive? Et puis, par ailleurs, que va faire la rue indépendantiste? Est-ce qu'elle va
essayer d'entraver la prise du pouvoir, si je puis dire, par Madrid, ou contrôle en tout cas par Madrid de la Generalitat, ou est-ce qu'elle va empêcher, ou est-ce qu'elle va permettre aux fonctionnaires de travailler, est-ce qu'elle va les empêcher de travailler? Ça, on n'en sait absolument rien. La question qui se pose aussi, c'est est-ce que Madrid a les moyens d'appliquer cet article 155, puisque sur les 200 000 fonctionnaires catalans, plus de 90% dépendent de la Catalogne qui a des arguments et qui peut s'organiser déjà depuis des années. Est-ce qu'aujourd'hui, Madrid a les moyens, Louis? En tout cas, Madrid a la volonté de le faire. Ce qui est certain, c'est que imposer aujourd'hui à une communauté, même si l'Union européenne ne reconnaît pas cette autonomie, même si les pays voisins ne sont pas dans cette dynamique-là, imposer, c'est très difficile. Et ça me rappelle un peu la situation en Afrique centrale, qui est une zone d'intégration où ça a été très compliqué. Pendant très très longtemps, on fermait les frontières. La libre circulation existait, mais on a des pays comme le Gabon et la Guinée équatoriale qui n'y étaient pas sensibles. On en vient à peu près à ça parce qu'ils estimaient qu'ils étaient plus riches que les autres et qu'ils n'avaient pas à partager. Là, on a à peu près le même problème. Est-ce que les entreprises joueront le jeu? Est-ce que tous ceux qui doivent verser les impôts pour que l'État central puisse ensuite le redistribuer au niveau régional le fasse joueront le jeu? C'est la grande équation qu'il faudra résoudre, mais rien n'est gagné pour l'instant. Sarah? Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un moment historique pour l'Espagne et que peut-être, c'est d'ailleurs un peu le point Godwin de ces affrontements, c'est la référence au franquisme et qu'on voit peut-être maintenant qu'on est à la toute fin d'une renégociation et de peut-être la nécessité d'instaurer maintenant une nouvelle constitution. Il n'y a jamais eu, malgré plusieurs appels de l'ONU, je crois qu'on en est à la 3e réflexion, une vraie volonté de réouvrir cette page un peu du franquisme et de dédouaner les victimes, plus de 100 000, il faut rappeler, de gens qui sont encore disparus, pas enterrés, etc. Et donc voilà, dans cette référence historique, je pense que là se joue vraiment une page historique et qui va être renégociée à l'occasion de cette crise qu'on espère pacifique, mais qui peut aussi déboucher sur une guerre civile. Yann, ce point de Godwin du franquisme? Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'on a l'impression que seuls les Catalans ont été victimes du franquisme. Or, le franquisme, il a sévi dans l'ensemble de l'Espagne. Et par ailleurs, les victimes du franquisme, bien réelles, sont des gens qui ont été tués, qui ont été torturés, etc., qui sont sur les fosses communes. On est dans une situation pas comparable. Je n'ai pas du tout dit ça. Et je ne crois pas que les Catalans aient le monopole d'être les victimes du franquisme. Donc, effectivement, à mon sens, ce sont deux dossiers complètement différents. Les indépendantistes catalans agitent effectivement sans arrêt la référence du franquisme. Oui, c'est ça que je voulais dire, en fait. Mais une référence en ce qui concerne les fosses communes, je crois qu'il n'y a vraiment aucun rapport entre la mémoire des fosses communes, qui est un vrai problème, et le problème catalan aujourd'hui. Ah non, mais je pense en effet qu'il y a, si vous voulez, c'est une référence historique un petit peu. On abuse de cette référence historique, on la sollicite, mais il n'empêche que ça a été quand même très présent, notamment sur les Mossos d'Esquadra. À chaque fois, il y avait cette référence-là. Et en effet, en plus, les Catalans n'ont pas du tout subi de manière univoque le franquisme. Il y a même une partie de la population catalane qui en a bénéficié. Oui, tout à fait, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je parlais juste de cette référence et de peut-être aussi le fait qu'il faille un moment. Oui. On a dit qu'aujourd'hui, on devrait avoir également les pro-maintien dans l'Espagne qui sortiront pour manifester. À la dernière manifestation, on avait estimé que c'était toute l'Espagne qui avait été convoyée jusqu'à Barcelone. Aujourd'hui, c'est peut-être un moment de vérité où on verra en réalité s'il y a une tendance lourde au sein du mouvement catalan qui est pour le maintien dans l'Espagne. Les plus-values aujourd'hui, on attend. Une grande manifestation cet après-midi à Barcelone avec des centaines de milliers de personnes. On va voir qu'en Espagne, même la presse sportive, c'est dire, fait des unes sur cette situation en Catalogne. On va regarder le journal Marca, le quotidien Marca. Voyage vers nulle part, nous disent-ils. Hasard du calendrier, Gérone reçoit en ce moment même le Real Madrid, les clubs de Puigdemont et de Rajoy. Alors, on ne va pas parler de football ici, même si on pourrait s'interroger du sort du Barça si jamais, éventuellement, la Catalogne n'était plus en Espagne. Ce n'est pas notre débat. Le fait est que... peut-être comme Monaco. Mais bon, ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Le fait est que, pourquoi on y vient? Parce que à la fois Carles Puigdemont et Mariano Rajoy, les deux lancent des appels au calme. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en Catalogne, il y a de vrais risques de violence? Bien sûr, il y a des risques de violence. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si une partie de la rue essaie d'empêcher le fonctionnement, la prise de contrôle par Madrid de toutes les institutions catalanes, il y a un risque de violence. Puigdemont n'arrête pas de dire qu'il faut une résistance démocratique. Les partis indépendantistes disent, et ils ont bien raison de le dire, qu'il faut une résistance non violente, passive, etc. Simplement,
ils ne peuvent pas contrôler leurs troupes. Et on sait très bien que dans ce cas-là, un incident appelle une vengeance, qui appelle elle-même un autre incident, etc. Et ce cycle des vengeances-là, il peut très bien partir très vite. On l'a vu dans d'autres contextes. J'ai du mal à croire que ça puisse arriver à Barcelone, mais on l'a vu dans d'autres contextes, ça va très vite. Oui. Sans oublier que l'adjoint de Puigdemont estime que c'est lui le président. Même s'il a été destitué, il garde ses prérogatives. Et donc, je ne sais pas comment les choses se passeront si jamais on nommait un nouveau président et qu'il devait partager le pouvoir avec, en quelque sorte, Puigdemont sur le terrain. Est-ce que cette déclaration d'indépendance et puis cette voix, alors comme vous le dites, pour eux, Puigdemont reste le président, est-ce que cette déclaration d'indépendance, c'est une ultime bravade ou est-ce que vraiment ils y croient? Ils croient que cette République catalane verra le jour et sera effective, Sarah? Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une ultime bravade. En tout cas, c'est un point de négociation pour de futures tractations et le fait qu'on acquiert qu'on renégocie, si vous voulez, le statut qui était celui de la Catalogne entre 2006 et 2010, en fait. Est-ce qu'ils s'en contenteraient? La question, c'est est-ce que les indépendantistes, à ce stade, se contenteraient d'un statut renégocié? Il faut rappeler aussi que les indépendantistes, que les Catalans, tout simplement, sont eux-mêmes divisés. Hein. On voit que cette division, elle traverse la Catalogne et aussi la police catalane. Enfin, il n'y a pas ils sont pas univores. Il n'y a pas une unicité de. Si on peut savoir quelque chose, si les sondages disent quelque chose, c'est que c'est à peu près partagé moitié-moitié, un peu moins pour l'indépendance, un peu plus pour le maintien du statu quo. Mais ce sont les sondages. Tant qu'il n'y aura pas eu de vote, on ne pourra pas le savoir. Et puis surtout, c'est que la crise a été très mal gérée par Mariano Rajoy. Il faut quand même dire ce qui est, parce que cela a contribué à exacerber un peu la situation et la volonté d'indépendantisme des Catalans. Et je pense qu'ils exigent le maximum pour obtenir quelque chose de raisonnable. Et étant donné qu'en plus, ni l'ONU, ni l'Union européenne, ni les pays voisins ne les soutiendront, il y a peu de chances que l'on aboutisse à un séparationnisme, même si la lame de fond aujourd'hui en Europe, hein, parce que là on l'a en Espagne, mais on a la même situation en Italie. On a la semaine dernière, deux régions qui se prononçaient, de régions du nord de l'Italie. Agnès, je me tourne vers vous. Une situation comme celle-là en Europe, ça surprend? Ça vous surprend? Moi, c'est loin d'être ma spécialité. Ça me surprend, oui et non, parce que quand même, le fait que la revendication catalane était ancrée dans l'histoire, chacun le sait en Europe, pour un peu y avoir été. En revanche, vu de l'endroit du monde que j'observe, à savoir de l'Asie, ce qui est certain, c'est que c'est un spectacle probablement peu convaincant en ce qui concerne la qualité et le développement de la démocratie européenne. De ce point de vue-là, je trouve que c'est assez inquiétant. Je pense que c'est un argument de plus pour tous les chantres de l'autocratie. J'en connais quelques-uns. Et ça c'est inquiétant. Donc c'est véritablement un vrai gâchis à partir d'une revendication qu'on sait existait, qui peut-être pouvait être débattue. Donc il y a l'image de l'Union européenne qui n'intervient toujours pas, qui se range du côté de Madrid. Est-ce que l'Union européenne, là, fait une erreur en n'intervenant pas? Non, je crois que l'Union européenne ne peut pas intervenir. Mariano Rajoy a géré très mal une partie de la crise, mais très bien la fin. Là, les indépendantistes ont un problème. Il a convoqué des élections autonomes catalanes pour le 21 décembre. Est-ce qu'ils vont y aller ou pas? La logique de partis qui ont déclaré de l'indépendance, ce serait de dire on ne participe pas à cette affaire-là. Mais en même temps, s'ils laissent les élections se faire, ils n'auront plus de place au Parlement catalan. Et donc on voit aujourd'hui, depuis 2 jours, on voit les partis indépendantistes qui se tortillent pour dire que finalement, ils vont y aller à ces élections convoquées. Mais alors pourquoi? Parce que la question qui se pose, c'est ce qui aurait pu stopper la mise en œuvre de l'article 155, c'est que éventuellement Carles Puigdemont cette semaine déclare lui-même des élections anticipées. Il a failli le faire jeudi, d'après les informations de La Vanguardia et du País, de grands quotidiens en Espagne. Pourquoi il n'y est pas allé? Parce que les autres l'ont traité de traître. Les factions les plus indépendantistes du mouvement indépendantiste, la CUP notamment, qui est un tout petit parti qui a 10 députés, ils l'ont accusé de traîtrise, d'être un renégat par rapport au mandat du 1er octobre, puisqu'ils sont persuadés qu'ils ont un mandat populaire, même s'il n'y a eu que 43% de participation, qu'ils ont un mandat populaire. Quand vous êtes persuadé d'avoir un mandat populaire, vous ne pactisez pas. Donc voilà. Sarah. Oui, c'est un classique des mouvements d'indépendance et un peu extrémistes que d'être pris en otage par sa frange la plus jusqu'au boutiste. Mais quand vous dites que l'Europe n'est pas intervenue en soutenant Madrid, quelque part, elle intervient dans le débat, parce que c'est vraiment quand même adresser un message assez clair aux Catalans qu'ils ne feront plus partie de l'Europe. C'est quand même, à mon avis, là, prendre une partie très, très nette. Et c'est inquiétant un peu pour les Catalans.
Je crains que ça se termine un peu comme le Brexit. C'est-à-dire que ceux qui ont souhaité la séparation aient beaucoup de mal à gérer l'après-résultat de ce qu'ils ont provoqué eux-mêmes, parce que c'est à peu près le schéma que c'est en train de prendre. Ça n'a pas l'air aussi compliqué que cela, mais je pense qu'on est en train d'aller dans un scénario très semblable à celui du Brexit, avec cette différence concernant, pour revenir sur l'Europe, concernant le fait que après la guerre froide, on a eu un certain nombre de pays qui ont réclamé leurs indépendances, comme les États baltes au niveau de l'Union soviétique, le Kosovo. L'Union européenne avait fortement soutenu. Là, la tendance, c'est de dire on réduit quand même la tendance parce que ça commence à devenir très sérieux. Qu'on soit au Maroc, qu'on soit au Mali, qu'on soit au Soudan ou en Italie, voire en Espagne, on a à peu près la même tendance qui est en train de se faire jour. Et quelle est la meilleure manière de calmer tout cela ? Plutôt que de rester... la meilleure manière de calmer cela, c'est de rester sur le statu quo en indiquant clairement qu'on fait confiance à un État et que les entités qui veulent leur autonomie n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Mais contrairement, juste pour rebondir là-dessus, contrairement aux Anglais, je pense pendant le Brexit, là, je pense que les Catalans ont bien compris qu'économiquement, ça allait être très dur. Et le signal donné par les entreprises qui ont quitté... et qui ont enlevé leur siège social pour d'autres États espagnols, je pense que là, ils sont bien prévenus. Mais ça ne suffit pas. Le siège social parti, il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent sur place et elles seront obligées de rester, de toute façon, en Catalogne. Il n'y a pas que le siège social, il y a aussi un certain nombre de gens qui ont déplacé leurs économies pour les mettre dans des banques qui sont à Madrid. Et ça, ce n'est pas uniquement les entreprises, ça, c'est vraiment de l'argent qui part, ce n'est pas seulement un siège qui se déplace. Évidemment, ce n'est pas les usines qui partent pour l'instant, c'est simplement les sièges sociaux. Mais quand on commence à mettre ses économies, ses investissements ailleurs, c'est un très mauvais signe. Et on a bien vu que le patronat catalan était vent debout contre l'indépendance. Est-ce qu'on peut dire pour conclure qu'aujourd'hui il y a deux réalités en Espagne ou c'est juste deux réalités en Catalogne? Est-ce que c'est une infime minorité de Catalans qui mettent le souk dans l'Espagne, ou est-ce que vraiment il y a deux réalités différentes? Il y a je dirais qu'il y a une petite moitié des Catalans qui veulent effectivement l'indépendance. La question, c'est que même si c'est 40% de la population, on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Effectivement, ça peut être dangereux, ça peut amener des violences. 40% de gens, c'est largement plus qu'il en faut pour entretenir un mouvement insurrectionnel de quelque forme qu'il soit. Donc effectivement, il y a un vrai danger. La question, c'est est-ce que le fait de convoquer des élections anticipées va faire baisser la température? Et globalement, est-ce que les citoyens catalans vont se dire, bon, on va voter, on va dire ce qu'on veut dans les urnes du 21 décembre. Et élection donc le 21 décembre, mais avant ça, le chef catalan destitué, Carles Puigdemont, sera poursuivi pour rébellion. Il risque jusqu'à 30 ans de prison, peut-être un exil à Perpignan. Petite touche d'humour pour terminer sur... ou au Pays Basque, les Basques qui font le lien entre Madrid et Barcelone de façon indirecte. On va aller maintenant dans un pays où la question de savoir qui a le contrôle ne se pose pas. En Chine, c'est clair, c'est Xi Jinping qui dirige. Le 19e congrès du Parti communiste chinois a validé la consécration attendue pour celui qui est rempli pour 5 ans. Le nom et la pensée de Xi Jinping ont même été inscrits dans la charte du parti. Regardez. Ils sont près de 2300 dans le palais du peuple de Pékin, 2300 délégués du Parti communiste chinois réunis pour une décision prise à l'unanimité. Et maintenant, procédons au vote. Que ceux qui acceptent lèvent la main. Y a-t-il des objections? Aucune. Objectif atteint pour Xi Jinping qui voit sa doctrine politique inscrite dans la charte du parti, une consécration pour un homme dont le nom et les théories sont désormais aussi importantes que le marxisme-léninisme ou les écrits de Mao Tse-tung. Intitulé « Pensée sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère », sa doctrine devient ainsi un véritable guide d'action politique que les délégués ont pour mission d'appliquer. Un honneur donc jusqu'ici réservé à Mao Tse-tung, le fondateur du régime, et à Deng Xiaoping, le grand artisan des réformes économiques. Concrètement, Agnès, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est essentiellement symbolique. C'est une manière de dire que tous les pouvoirs suivent un seul dirigeant. C'est une manière de dire que, essentiellement, l'ère de Deng Xiaoping, qui a été celui qui avait soldé l'héritage de Mao Tse-tung, est terminé. Donc il solde l'héritage de son prédécesseur, c'est ça? Il solde l'héritage de Deng Xiaoping, la transition a duré depuis 79-78 que Deng Xiaoping était revenu au pouvoir. Voilà, on est maintenant dans une période où à peu près tous les préceptes imprimés par Deng Xiaoping sont caducs.
et par son discours, par la manière de reprendre le dessus et de reprendre le dessus symboliquement en tant qu'homme unique de pouvoir sans successeur, il ouvre complètement un nouveau paradigme. Il y a une autre chose qu'on a remarqué pendant ce congrès, c'est qu'il n'a pas fait monter de dauphin comme le veut la tradition. Normalement, un président chinois est là pour 2 fois 5 ans, pour 2 mandats. Est-ce que ça veut dire qu'en ne faisant pas monter de dauphin aujourd'hui, l'intention est de rester plus longtemps ? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est déjà une première rupture avec l'ère de Deng Xiaoping. C'est l'ère de Deng Xiaoping qui a institué cette règle non écrite de 2 mandats successifs avec choix du successeur au premier congrès, à mi-mandat en quelque sorte. C'est donc déjà, d'un point de vue formel, la rupture avec Deng Xiaoping. Sarah ? Oui, on voit arriver ce personnage quand même maintenant très autoritaire à la tête de la Chine et qui n'hésite pas à se poser vraiment comme un peu antagoniste des États-Unis. Je veux dire, il est en train de contester le rôle des États-Unis comme leader du monde. C'est incroyable. Il a même formulé l'idée qu'il ne faudrait pas tomber dans le syndrome de Thucydide, c'est-à-dire au moment de Sparte et Athènes, il y avait cette querelle entre les 2 villes. Quand Athènes a eu peur que Sparte monte trop, ils ont déclaré la guerre. Et là, lui-même a dit il ne faudrait pas tomber dans ce syndrome de Thucydide. Donc c'est pour dire à quel point il est guerrier et prêt à en découdre. On va y revenir à ça. Vous parliez d'une nouvelle ère. On va regarder la une du Beijing Review, le seul magazine d'information nationale en anglais. Une nouvelle ère, donc. Entériner la grande renaissance de la Chine, c'est ce qu'il disait cette semaine. Xi Jinping a livré un ambitieux programme de réforme, lutte contre le changement climatique et les inégalités, programme d'investissement massif, reconfiguration de l'économie. Là, il y a des défis économiques et sociaux qui sont gigantesques. Est-ce qu'il en a les moyens ? Il en a les moyens, oui, dans la mesure où, malgré tout, l'économie chinoise est encore pourvue d'une croissance considérable, même si on est loin des 14% qu'elle a connus pendant un certain temps. Là, on est retombé vers 7%. Il a les moyens, surtout, d'un certain point de vue, par cette politique qui est nouvelle, de répondre, à la fois resserrer tout le pouvoir politique, idéologique et policier entre ses mains, et essayer de répondre à un certain nombre de préoccupations de la population qui sont l'environnement, l'accès à une certaine prospérité, comme on dit, l'accès à une petite prospérité pour tous. Et aussi les questions d'environnement, les questions d'éducation. C'est assez intéressant de voir ce double discours, à savoir j'écoute ce que la classe moyenne m'a demandé depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, ce pourquoi j'ai condamné tous les dissidents qui le disaient à aller en prison. Mais j'ai quand même écouté. Et par ailleurs, je ferme tout dialogue. C'est-à-dire, c'est moi qui décide. Oui, ce dogme qui dit que le libéralisme économique conduit inévitablement à l'ouverture politique, en Chine, ce n'est pas le cas encore. Ça reste un régime très fermé. Fermé, mais très ouvert sur l'international. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, la Chine, à la différence des États-Unis de Trump, donne des leçons en matière d'environnement quand même. La Chine est en train de vouloir aujourd'hui assurer son autonomie sur le plan de l'énergie. Il ne faut pas exagérer non plus C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus vertueux que les Américains de ce point de vue, en termes d'engagement. À côté de Pékin, qui est une ville verte, etc. En effet, vous avez raison, ils s'engagent beaucoup. Et ils sont beaucoup plus vertueux, oui. Il n'empêche que quand même, Pékin est quand même la ville la plus polluée du monde. Mais dans l'intention, peut-être, c'est ça que... Dans l'intention, je pense qu'ils sont nettement... les signaux envoyés sont beaucoup plus intéressants que ceux venus de... Aujourd'hui, l'Américain est le méchant et le Chinois est le gentil. Exactement. Dans la façon de voir les choses. Sur l'environnement, vous voulez dire Sur l'environnement, on parle d'environnement. Ça s'appuie sur des réalités. En termes d'énergie renouvelable, ils ont fait des efforts gigantesques. En termes de solaire, en termes d'éolien, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils continuent, tout l'éventail est ouvert. Ils continuent à avoir du pétrole, du gaz, du charbon, mais ils ont fait beaucoup d'efforts sur ce plan. Ça, c'est indéniable. Ce qui est presque la définition de la dictature parfaite du XXIe siècle, en fait. C'est-à-dire innovation technologique et néo-autoritarisme, c'est parfait, en fait. Et en plus, sur le plan de l'alimentation, pour soutenir cette croissance industrielle qu'elle est en train de mettre sur pied, la Chine s'est assurée les services. Aujourd'hui, elle est capable d'aller en Afrique et de trouver de l'énergie. Elle est capable d'assurer son approvisionnement et de sécuriser surtout cet approvisionnement, puisqu'on a des bases militaires chinoises aujourd'hui qui interviennent notamment à Djibouti, ce qui fait que la route de l'approvisionnement ne pourra pas forcément être rompue. Ce n'est plus un pays qui est fermé sur lui-même, ce n'est plus un pays qui a peur de tout le monde.
je ne dis pas que c'est absolu, mais ce qui est certain, c'est qu'on est en train d'embrayer sur une dynamique qui est celle de dire je suis une puissance et je l'assume entièrement. Agnès, je vais chercher ma place. Je vous laisse répondre à ça, Agnès. Je suis assez d'accord, mais je dirais c'est même un pays qui pousse la schizophrénie extrêmement loin, c'est-à-dire on voit ce phénomène d'ouverture vers l'étranger, essentiellement qui a pour but d'amener les matières premières nécessaires et aussi de projeter la puissance économique chinoise à l'étranger. Ça, c'est une première chose. Mais on voit aussi qu'à l'intérieur, la fermeture est extrêmement grande. Il ne se place plus jamais rien. Il n'y a plus jamais aucun scandale environnemental en Chine depuis, je dirais, 7-8 ans. Est-ce possible? Non, ça n'est pas possible. Simplement, la presse ne peut plus parler. Donc, il n'y a plus aucun moyen d'aller mesurer ça. Il y a eu l'histoire du lait contaminé quand même. Ah, mais c'était il y a 12-13 ans. C'était il y a très longtemps. Justement, il n'y a plus ça. Oui. Yann. Je voudrais quand même apporter un bémol à ce que disait Louis sur la sécurité des approvisionnements. Non, en fait, pour l'instant, par exemple, si on prend le Moyen-Orient, ce sont les États-Unis qui font la sécurité des routes d'approvisionnement. C'est pas la Chine. Et un des problèmes de la Chine, notamment, jusqu'à maintenant, ça a été le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, je veux bien les approvisionnements, mais je veux pas assurer militairement, par exemple, des expéditions trop au loin. Ça, on laisse ça aux Américains. Si demain, effectivement, les Américains se retiraient du Moyen-Orient, est-ce que les Chinois iraient? Parce que ça ne va pas changer, parce que d'un côté, il y a les nouvelles routes de la soie, de l'autre, Xi Jinping a dit que d'ici à 2049, qui est un objectif très symbolique pour la Chine, l'armée chinoise serait la première. Est-ce qu'on n'y vient pas? Ils sont quand même dans une volonté d'hégémonie qu'il faut souligner, qui est quand même très inquiétante, que ça soit sur le plan commercial, mais en effet sur le plan militaire aussi maintenant, et tout a beaucoup changé. Quand Xi est arrivé au pouvoir, il a circulé à l'intérieur du Parti communiste chinois un document qui s'appelle le document 9, et si vous me permettez un peu de publicité pour l'excellent livre de notre confrère François Bougon, Dans la tête de Xi, il cite donc ce document, et il dit que justement... on dit apparemment que c'est Xi qui l'a fait circuler, hein, donc ça en dit beaucoup sur sa philosophie et sur ce qu'il veut réaliser. Donc il dit il ne faut pas laisser le terrain aux forces hostiles. Et qui sont les forces hostiles pour lui? Je vous le cite. Il y en a 7 qui sont recensées. La démocratie constitutionnelle occidentale, les valeurs universelles, la société civile, le néolibéralisme, le journalisme à l'occidental, c'est nous, et le nihilisme historique et la critique du socialisme à caractéristiques chinoises. Donc voilà, on dit quand même assez clairement, si vous voulez, ils ont beau vouloir s'ouvrir, il y a quand même, c'est pas non plus, c'est une dictature très très spécifique et qui critique vraiment la démocratie occidentale. Pour l'instant, sur le plan militaire, il y a très loin de la coupe aux lèvres, très loin. La Chine a un porte-avions. Non, mais c'est quelqu'un qui est censé vouloir contrôler les mers et l'approvisionnement, ça me paraît très difficile. Agnès et ensuite Louis. Il y a très loin, mais la Chine a tout son temps. Oui. Et c'est justement ça. C'est là où elle a beaucoup d'argent pour le faire. Elle a beaucoup d'argent et tout son temps et des projets à très long terme. Et graduellement, elle place ses pions dans toutes les instances internationales. Il y a 10 ans encore, elle se plaignait de ne pas avoir le moindre strapontin, ne serait-ce que dans la finance. Maintenant, elle les a très largement. Maintenant, elle rentre dans tous les organes des Nations Unies et elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est un Chinois qui était à la tête d'Interpol. Oui. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne veulent pas disperser leurs forces. Ils savent très bien qu'en dispersant, ils ne sont pas gagnants. Donc, ils concentrent vraiment sur l'approvisionnement en termes d'énergie. Et c'est pour ça que l'Afrique, c'est très important. C'est là-dessus qu'ils mettent le paquet aujourd'hui pour s'assurer qu'il n'y aura pas un renversement de vapeur parce que les besoins qu'ils ont sont des besoins en matière première. Ils ne sont plus seulement l'atelier du monde. Ils sont aujourd'hui une grande puissance économique du monde. Et pour ça, il faut assurer la base. Les fondamentaux, c'est l'approvisionnement en matières premières. Et d'ailleurs, les massacres comme celui de Tiananmen, ils n'ont plus besoin de les faire. Ils n'ont jamais été condamnés. La Cour pénale ne s'intéresse même pas à ce genre de situation. Alors, les défis affichés que vous évoquez les uns et les autres sont affichés pour 2049, je le disais tout à l'heure. Pourquoi c'est symbolique? Parce que cette année marquera le centenaire de la République populaire. C'est donc dans une petite trentaine d'années, une grosse trentaine d'années. Est-ce que c'est réaliste d'avoir pour objectif d'être la première puissance mondiale dans une trentaine d'années? Est-ce que c'est l'objectif vraiment de Je n'ai pas tous les instruments de mesure qui permettent de répondre à cette question. En revanche, c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'effet d'affichage, c'est l'effet d'entraînement. Encore une fois, quand on voit le côté
très kitsch quand même de toute cette parade, de toutes ces mesures. Est-ce que c'est important que Xi Jinping ait sa pensée dans la charte du parti? C'est important uniquement par effet d'affichage et effet de persuasion. C'est important uniquement parce que cela entraîne un certain nombre de croyances, de pouvoir. Est-ce que la population chinoise qui maintenant vient à Paris, va à Londres, à New York, à Sydney, etc., croit franchement à ce que raconte la pensée de Xi Jinping? C'est très peu probable. L'important, c'est qu'elle ne le dise pas. Et Xi Jinping est à la tête de la Chine pour les 5 prochaines années. C'est chose faite depuis cette semaine. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à un pays, le pays avec le plus bas indice de développement au monde. Il s'agit de la Centrafrique, où le secrétaire général de l'ONU a effectué un déplacement de 4 jours cette semaine. C'était sa première visite à une mission de maintien de la paix depuis sa prise de fonction en janvier dernier. Antonio Guterres a réitéré son plaidoyer pour un renforcement des capacités de la MINUSCA, la mission de l'ONU. On voit la tragédie des gens victimes de la violence, on voit le sacrifice héroïque des soldats de la paix qui ont été tués ici en protégeant les populations civiles. Et ça me fait faire un appel très fort à la communauté internationale. Il faut, et on l'a demandé au Conseil de sécurité, renforcer la force onusienne pour qu'elle puisse mieux protéger les Centrafricains. Et il faut appuyer le gouvernement du Centrafrique, l'Union africaine et tous les autres efforts de médiation pour une réconciliation nationale effective et pour relancer le développement. Alors, ce déplacement d'Antonio Guterres en Centrafrique intervient juste au moment, à 2 semaines du renouvellement du mandat de la MINUSCA. La MINUSCA, très décriée pour son incapacité à protéger la population. Antonio Guterres demande l'envoi de 900 casques bleus supplémentaires qui s'ajouteraient aux 12 000 hommes déjà sur place. Ça semble assez dérisoire pour arrêter les violences, ce nouveau cycle de violence qui est en cours en Centrafrique depuis cet été, Louis. Non seulement c'est dérisoire, mais comparé à la situation en République démocratique du Congo, où il y a quand même de gros effectifs, de gros contingents de forces des Nations Unies qui ont été déployés et qui n'ont produit aucun résultat, on est à peu près certain que les recettes qui n'ont pas marché en RDC ne marcheront pas en République centrafricaine. Surtout que dans le cas de la République centrafricaine, il ne s'agit pas d'un État en situation de post-conflit. C'est un pays qui est encore en situation de conflit, qui n'existe pratiquement plus, qui a été rayé de la carte. Aujourd'hui, si le pays utile pouvait même se délimiter au contour de Bangui, ce serait déjà énorme. Ce n'est pas le cas. Il n'y a plus de force aujourd'hui pour assurer la sécurité, il n'y a plus de force pour faire fonctionner l'État. Et on verse de l'argent, ou on essaie de rassembler de l'argent au niveau du Conseil de sécurité pour venir en aide à ce pays-là. Je pense que ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, selon moi, c'est de faire en sorte, pour un pays enclavé comme la République centrafricaine, que les voisins s'impliquent de façon vertueuse dans la gestion de la crise, parce que c'est la seule manière d'y arriver. C'est un pays qui est quand même aux portes de l'Ouganda, où il s'est passé des choses pas très agréables et qui continuent encore. Le monsieur Kony est toujours en fuite. Hein. Les États-Unis ont essayé de l'attraper. Jusqu'à présent, il n'y arrive pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est pas d'arrêter ou d'envoyer plus de troupes. C'est d'arriver à faire en sorte que, d'une, l'État renaisse de ses cendres. De deux, que les voisins l'aident à exister et surtout à se consolider. Et de trois, éventuellement, injecter de l'argent pour que tout cela marche. Sarah. Oui, non, moi je dois dire que quand j'entends ces déclarations de Guterres, ça m'agace profondément. Il y a des discussions pour savoir si la Centrafrique est en état pré-génocidaire, etc. La situation est évidemment très catastrophique et inquiétante. Et là, on nous dit qu'en envoyant 900 soldats d'opérations de maintien de la paix, de casque bleu, tout va s'arranger. Mais il faut arrêter. Enfin, il faudrait d'abord que M. Guterres réforme ces opérations de maintien de la paix, dont on sait qu'elles sont grévées par des tas de scandales. Il y a eu toutes ces histoires sexuelles, d'agression sexuelle, oui, voilà, d'agression sexuelle. Enfin, je veux dire, comment on peut de trafic en tout genre, comment on peut penser que ces casques bleus vont bénéficier du bon accueil de la population, alors que, en plus, ils ne servent à rien. Les règles d'engagement ne sont pas précises. Ils ont il y a un double commandement. On ne sait pas à qui ils répondent. Enfin, je veux dire, il est temps maintenant que l'ONU mette un petit peu d'ordre. Tout le monde est aussi sévère que Sarah sur la MINUSCA, en particulier la MINUSCA. Hein. Enfin, c'est pas en particulier la MINUSCA, c'est quand même non, souvent... je veux dire, par là, on parle de la Centrafrique, donc on va se concentrer sur la Centrafrique, mais la critique est plus générale. Le problème des missions de maintien de la paix, c'est que ce sont des missions, Guterres l'a dit pendant son déplacement en Centrafrique, de maintien de la paix.
Donc il faut qu'il y ait une paix qui existe pour pouvoir la maintenir. Il n'y a jamais eu de paix en Centrafrique. Le fantasme que nous avons tous autour de la tête quand on pense mission maintien de la paix, c'est mission d'imposition de la paix. C'est-à-dire qu'une armée des Nations Unies arrive et tire dans le tas pour que ça cesse. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Il y a eu un moment où c'est arrivé au Congo, contre un mouvement rebelle qui s'appelait le M23. Et là, les Sud-Africains, sous couvert des Nations Unies, ont envoyé des hélicoptères de combat et ils ont tiré, effectivement. Mais ça n'est pas arrivé. Et ça n'arrivera pas en Centrafrique pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a pas un M23. Il y en a 50 des M23. Les mouvements guérilla aujourd'hui, les multiples mouvements qui contrôlent des localités, etc., se sont divisés. Il y a une foule d'intervenants militaires qui chacun contrôle un bout de territoire, se disputent avec le voisin pour des tas de raisons économiques, religieuses, pseudo-ethniques, etc. Qui est-ce qui va ? Quelle est l'armée qui sera assez nombreuse pour aller rétablir la force là-dedans? Personne ne peut faire ça. Oui. Je pense que le Tchad pourrait. Le Tchad pourrait, parce que si le Tchad intervient aujourd'hui au Mali, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas intervenir en RCA. Sauf que pour beaucoup de Centrafricains, le Tchad fait partie du problème et donc on ne peut pas constituer la solution. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir de ce dilemme-là, parce que quand on est des voisins et qu'on est obligé de vivre ensemble, on doit trouver un modus operandi pour que ça marche. Il y a une différence. L'ONU... Pardon ? Il y a une différence. Le Tchad avait intérêt à intervenir au Mali et il est intervenu avec la France. Le Tchad n'a pas grand intérêt à intervenir en Centrafrique. Mais il est déjà intervenu, puisque c'est lui qui a installé le président Bozizé, c'est lui qui l'a fait partir après. Je veux dire, il n'y a aucun, ou très peu pour l'instant, de risque de débordement du conflit centrafricain sur le Tchad. Si le Tchad est intervenu au Mali, c'est parce que c'était des djihadistes et qui pensaient que ça allait menacer aussi le Tchad à terme. Les groupes centrafricains, pour l'instant, que ce soit l'UPC, que ce soit l'FRPC, que ce soit les autres, personne ne menace le Tchad. Le jour où le Tchad se sentira menacé, ou d'ailleurs d'autres pays, peut-être qui interviendront. Peut-être pour revenir sur ces violences, pour revenir sur la situation en Centrafrique aujourd'hui, donc on est dans un nouveau cycle de violence ou des violences accrues, pour dire ça comme ça, depuis cet été. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est reparti? C'est reparti parce qu'au bout d'un certain temps, quand on n'a pas désarmé les milices qui s'affrontaient sur le terrain, le seul moyen qu'elles ont de pouvoir s'alimenter, de pouvoir entretenir leur mouvement, c'est d'utiliser leurs armes. Et elles l'utilisent contre les populations, contre toutes les personnes qu'elles peuvent trouver et qui sont capables de leur apporter ce qu'ils recherchent. Mais c'est quoi? Il y a toujours des raisons religieuses, comme on l'a dit à propos de la Centrafrique avant, ou là c'est tout à fait autre chose aujourd'hui? C'est un faux prétexte. Je pense qu'aujourd'hui on est devant des bandits de grand chemin, on est devant des pilleurs qui sont en train de faire leur travail et qui, par moments, ont besoin d'avoir également des ressources. Et ces ressources-là, on ne les leur donne pas. Ils les arrachent par la force des armes. Sarah. Non, mais est-ce que Sangaris aussi, c'est pas peut-être retiré un peu vite? Alors Sangaris, c'était la force française qui s'est retirée il y a exactement un an, presque jour pour jour. Oui, voilà, parce que moi, elle était surdimensionnée, Sangaris. Oui, mais moi j'étais au moment de la passation, où quand Touadéra a pris, les satisfaits sites ont été... Touadéra, le président, excusez-moi. Non, je reprécise, tout le monde ne connaît pas bien. Élu démocratiquement, très bien. Non, mais je veux dire, les satisfaits sites ont été décernés. En effet, on nous a dit que toutes les milices étaient en voie d'être désarmées. En fait, elles n'ont jamais été désarmées. Donc il y a eu aussi un petit peu de hâte à conclure que tout était en train d'être réglé et que l'ONU allait prendre... Elles n'ont pas été désarmées pour une raison simple. Quand on a un conflit comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces groupes armés? Est-ce qu'on les met au gouvernement pour qu'ils se calment? Est-ce qu'on les fait rentrer dans l'armée pour qu'ils se calment? Ou est-ce qu'on les laisse à l'extérieur? Et ils savent très bien, tous ces groupes armés, que plus ils ont un pouvoir de nuisance sur le terrain, plus ils peuvent arracher des concessions de la part du pouvoir. Donc la question, c'est qui a envie d'aller faire la guerre à tous ces groupes un par un? Et personne n'a envie de ça, parce que personne n'y a intérêt suffisamment. Non, aujourd'hui, vu le niveau d'éclatement des milices en Centrafrique, c'est un par un. C'est malheureusement pas 3 groupes où c'est... Alors des milices qui s'allient quand même, on est deux grands chefs de guerre qui ont fait alliance. La Séléka a explosé. Oui. La Séléka a explosé, mais il y a 2 semaines, 2 grands chefs de guerre disent s'unir, etc. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose à ce niveau-là? Est-ce qu'il vise Bangui? Je ne pense pas qu'il vise Bangui, parce que viser Bangui, c'est réattirer tous les projecteurs sur la situation, c'est faire intervenir des forces étrangères très importantes qui pourront éventuellement leur nuire dans leurs affaires. Donc, ce n'est pas leur intérêt d'attaquer Bangui. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est de garder les zones qui ont déjà été prises et d'exploiter au maximum les minerais qui s'y trouvent. Je pense qu'aujourd'hui, l'équation, elle est celle-là. Et si le mathématicien président Faustin Archange Touadéra n'a pas résolu cette équation, c'est qu'aujourd'hui, il n'en a pas les moyens. En face, il a des gens qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus puissants et beaucoup plus imposants que lui. Et il n'y a même pas d'armée. Il n'y a même pas d'armée
armée opérationnelle, armée centrafricaine, je veux dire opérationnelle. Elle est en formation aujourd'hui. Dans 3 mois, a-t-il dit, cette semaine, elle sera opérationnelle. Sarah, vous vouliez intervenir? Non, je voulais juste dire un mot en disant que c'est pour ça que Guterres, je pense, c'est pas en envoyant 900 casques bleus supplémentaires qu'on va régler la situation. Mais il vient des missions de maintien, il vient des missions humanitaires, donc il a une vue un peu angélique peut-être de la situation, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire quelque chose. Il sait aussi, comme secrétaire général des Nations Unies, ce qu'il peut obtenir des États membres. Il sait bien que s'il en demande 20 000, il ne les aura pas. Ce sont les États membres qui fournissent. Alors justement, il y a un an, 900 ou 20 000, quand on n'a pas de force quand on ne sait pas quelles sont les règles d'engagement. Ce n'est pas une question de règles d'engagement, la question c'est qui... Si, ce sont les règles d'engagement, parce que vous ne pouvez pas, comme vous l'avez dit vous-même, maintenir la paix. Pour maintenir la paix, il faut pouvoir faire éventuellement la guerre. Il ne faut pas juste compter les coups et se faire assassiner comme des... On en revient aux États membres, ce sont les États membres et non pas le secrétaire général qui donnent le mandat, et jamais les États membres n'ont donné le mandat d'imposition de la paix. Jamais. Absolument, c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'en demander 900 supplémentaires. Alors, il y a presque un an, pour avancer un peu là-dessus, il y a presque un an, le président Faustin Archange Touadéra présentait un plan national quinquennal qu'il élaborait avec la Banque mondiale, les Nations unies, l'Union européenne. Conférence des donateurs, une Xème conférence des donateurs. On en est où? Est-ce que l'argent arrive en Centrafrique? Il arrivera, mais il n'arrivera jamais suffisamment. C'est l'histoire du panier sans fond dans lequel on met de l'eau. C'est exactement la même situation. C'est qu'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas un État, tant qu'on n'aura pas des soldats capables de défendre cet État-là et des percepteurs qui pourront récupérer les impôts, les taxes pour que l'État continue de vivre, ce sera un trou sans fin. Et malheureusement, c'est à ce schéma-là que le président Faustin Archange Touadéra fait face, avec toute la bonne volonté du monde, même additionnée à celle d'Antonio Guterres. Il n'y arrivera pas dans les conditions actuelles. Un commentaire, Agnès, peut-être sur ce que vous entendez. C'est pareil, peut-être le regard de l'Asie sur une crise comme celle-là en Afrique. Le regard de l'Asie, c'est qu'on est bien content d'avoir des États forts et centralisés. Enfin, de toute façon, d'un certain point de vue, et là je parle du point de vue de la Chine, l'éclatement de conflits internes à certains pays africains, c'est toute la justification de l'imposition par la force de l'unité. Donc voilà, c'est terrible à dire, mais plus il y a des conflits de ce genre qui n'arrivent effectivement pas à être résolus, plus premièrement on conforte l'idée de la stabilité, de l'unité du pouvoir central. Deuxièmement, plus on a envie effectivement de prendre sa place dans le concert des nations pour montrer qu'on est capable d'aller l'imposer. Alors les tentatives, je le disais, ont été nombreuses pour essayer de sortir la Centrafrique de cette situation. Intervention donc de Sangaris de la France, des Nations Unies, avalanche de sommets, de forums, médiations internationales. Antonio Guterres dit pourtant que c'est une crise oubliée. Est-ce que parce qu'il est allé là-bas, il y a une chance pour qu'on reparle un peu plus de la Centrafrique? Oui, et on va conclure là-dessus. La communauté San Egidio, qu'on ne peut pas accuser d'avoir des vues intéressées sur les conflits, est intervenue également, avec toute sa bonne foi, avec toute son énergie, mais elle a fait chou blanc. Puisque certains représentants avaient été envoyés et d'autres ont estimé qu'ils n'étaient pas légitimes. Le gros problème que l'on a dans des crises comme celle de la République centrafricaine, c'est le problème de la légitimité. Qui négocie et qui lui donne mandat pour négocier? Et aujourd'hui, cette équation-là, je pense que pour longtemps encore, elle ne sera pas résolue. Et tant qu'on est dans ce schéma où le sommet négocie et la base n'est pas d'accord avec le sommet, on signera des accords, ils seront respectés par une partie et une grosse partie reviendra sabrer tous les accords qui ont été signés, malheureusement. Et pour être complet sur l'actualité de cette semaine, c'est donc le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit renouveler ce mandat de la MINUSCA. Ça devrait être le cas à la mi-novembre. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à peut-être le futur grand scandale sanitaire mondial. On va se poser la question. Le sort du glyphosate en Europe reste en suspens, une fois encore. Mercredi, le vote concernant sa réautorisation a été reporté, faute de majorité. Depuis 2 ans, Bruxelles tergiverse sur le sort réservé à l'herbicide le plus utilisé et controversé au monde. Alors qu'est-ce que le glyphosate? Il tient plus du bazooka que de la frappe chirurgicale et vous allez voir que le problème n'est pas nouveau. C'est l'herbicide le plus utilisé sur la planète. Mais au départ, le glyphosate n'était pas destiné à l'agriculture. En 1964, une firme américaine dépose un brevet pour cette molécule. C'est un détergent pour installation chimique.
Ces propriétés herbicides sont découvertes ultérieurement par un chimiste de Monsanto. Dès 1975, la firme américaine commercialise le glyphosate. Comme désherbant total, le Roundup est lancé. Dans 48 heures, avec mon Roundup Express, et fera moins la maline. C'est un succès. L'an passé, 800 millions de litres ont été épandus dans le monde. Le glyphosate entre dans la composition d'au moins 750 produits commercialisés dans plus de 130 pays. Coup de tonnerre le 20 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, un organe de l'OMS, déclare que le glyphosate est génotoxique, c'est-à-dire qu'il endommage l'ADN. Il est également cancérogène pour l'animal et cancérogène probable pour l'homme. Et des études démontrent que le glyphosate est déjà présent dans l'alimentation humaine. Monsanto est inquiet pour sa survie. Le glyphosate est la clé de voûte de son économie. La multinationale possède 50% des parts du marché et vend les organismes génétiquement modifiés qui supportent le Roundup. Une montagne d'argent est en jeu et tous les coups semblent permis. Les Monsanto Papers, une enquête fouillée du quotidien Le Monde, révèle dès juin de cette année que le géant de l'agrochimie a tenté d'intimider des chercheurs, de faire pression sur l'agence onusienne et même d'avoir manipulé des publications scientifiques. La fin du glyphosate va peut-être bientôt sonner. Ce sera le retour de méthodes plus anciennes qui ont fait leurs preuves. Agnès, on a là tous les ingrédients d'un grand scandale sanitaire ? Tous les ingrédients, oui. Ce qui est étonnant, c'est que cela dure d'une telle manière et qu'on tergiverse d'une telle manière sur quelque chose qui impacte la vie de tout un chacun. Ça a été quand même montré, remontré, scandale de pression sur l'information, scandale sanitaire, enfin... Ça va ? Comme l'a montré Le Monde, c'est pas si étonnant que ça. Ça s'appelle Monsanto et c'est une grosse machine de propagande et qui faisait des pressions sur les chercheurs, etc. Mais oui, bien sûr, c'est un scandale sanitaire. Enfin, maintenant, de toute façon, on est un peu destiné à dérouler les scandales les uns après les autres, mais c'est un scandale sanitaire. Après, évidemment, il faut savoir comment sortir de ce glyphosate. Je trouve que la France a une attitude un petit peu assez raisonnable, finalement, en proposant... Nicolas Hulot s'est mis d'accord sur le fait d'en sortir en 3 ans. Alors on peut le regretter en se disant qu'il faudrait l'arrêter tout de suite parce que c'est tellement monstrueux, c'est tératogène, cancérigène, enfin tout ce que vous voulez. Mais en même temps, il faut bien aussi entendre les arguments des agriculteurs et puis aussi, il faut que nous, en tant que consommateurs, on prenne nos responsabilités. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours opposer le consommateur et le citoyen. Il va falloir accepter donc que notre nourriture soit plus chère et qu'on fasse de l'agriculture moins intensive. Enfin, c'est toute une révolution, finalement. Ça fait 2 ans que Bruxelles s'interroge là-dessus. Après tout, si on a un doute sur la dangerosité, pourquoi ne pas simplement l'interdire ? C'est un peu ce que peut-être on a du mal à comprendre. Qu'est-ce qui se passe à Bruxelles en ce moment ? Pourquoi ça coince ? Là, on a vu effectivement le centre de recherche de l'OMS qui parle de cancérigènes probables. Mais l'agence européenne dit autre chose, l'agence française est partagée. Et en fait, ce qu'on n'a pas, c'est de preuves. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de preuves ? Parce qu'on n'a pas fait les études qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait les études qu'il faut ? Ça coûte extrêmement cher. Qui est-ce qui a de l'argent pour financer des études ? Les laboratoires. Donc effectivement, les études qu'au font les laboratoires passent les premières. Mais la question, c'est la question de la recherche publique. Si effectivement, il y avait une recherche publique financée internationale ou nationale, mais plutôt au niveau européen ou mondial, qui permettent de financer des études suffisantes pour qu'on puisse trancher est-ce que c'est un cancérigène probable ou est-ce que c'est un cancérigène certain ? Et j'ajoute que ceux qui subissent le plus le cancer... Mais est-ce que cancérigène probable ne suffirait pas à le faire interdire ? Non, parce que cancérigène probable, c'est ce que disent les adversaires du labo de l'OMS. Le même labo de l'OMS a dit que la viande rouge était un cancérigène probable. Alors effectivement, ils ont beau jeu de dire, vous voyez bien, si la viande rouge, le glyphosate, c'est n'importe quoi. Le problème, c'est que le glyphosate, et il faut le rappeler, pour l'instant, il n'y a pas de preuve que ce soit toxique par l'alimentation. C'est toxique pour ceux qui s'en servent, pour ceux qui les prennent. Les premières victimes du glyphosate sont ceux qui le défendent le plus, victimes potentielles, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Oui. Oui, mais cela pose aussi le problème de nos élus européens qui sont souvent à la portée des groupes d'influence qui viennent négocier au Parlement sans que cela pose problème. Et donc, si on ne peut pas, au niveau des laboratoires, parce qu'ils sont sous contrôle, et qu'au niveau du Parlement, on est sous influence également, il est difficile de prendre une décision. Et encore une fois, ce que je pense par rapport à cela, c'est que... on a aujourd'hui le glyphosate, on a parlé du chlordécone avant, je ne sais pas ce qu'on sortira après, phosphate ou autre chose, mais ce qui est certain, c'est que l'alimentation aujourd'hui, malgré toutes les subventions que les États apportent, que ce soit en Europe ou en Amérique, est de plus en plus dangereuse. C'est-à-dire on ne meurt plus de faim, on meurt de ce qu'on mange.
C'est quoi? C'est l'apprenti sorcier qui met le feu à la maison. On voit que Monsanto est au cœur de ce dispositif. Donc d'un côté, il produit le Roundup, qui est le nom commercial du glyphosate, de l'autre, des semences qui résistent. Voilà. Est-ce que là, on joue à l'apprenti sorcier avec l'alimentation? C'est-à-dire on produit plus, on produit de manière plus rentable et probablement plus rentable financièrement pour les grandes firmes de l'agroalimentaire et phytosanitaire. Mais la vraie question, c'est que on se rend bien compte, à force de voir ces crises qui se succèdent, qu'il faut complètement changer le modèle d'agriculture et que c'est pas comme ça qu'on va nourrir de manière saine la population mondiale dans les décennies à venir. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a une décision politique à prendre. Oui, bien sûr, il y a encore des doutes. On peut toujours avoir des doutes sur la toxicité grave, moins grave, etc. À un moment donné, il faut trancher, il faut aller vers quelque chose et prendre des mesures plus... Mais ce qui est quand même frappant, c'est justement, avec ce même constat, on a 16 États membres de l'Union européenne qui sont pour le prolongement d'autorisation, 10 qui sont contre, je crois 2 qui sont notamment l'Allemagne, qui s'abstiennent. Donc ça veut dire que c'est pas si clair pour tout le monde, effectivement. Et je pense qu'on ne pourra opposer à ceux qui sont promoteurs du glyphosate que quand on aura tranché cette question de cancérigène probable ou cancérigène certain. Le fait est qu'au fil des mois, les pouvoirs publics se sont un petit peu plus rapprochés des craintes des consommateurs et des citoyens européens que de l'industrie, celle des demandes des industriels. Est-ce que là, il y a un bon signe qui est envoyé des citoyens vers les politiques européens? Au milieu, il n'y a pas que les labos, il y a aussi tous les agriculteurs qui veulent continuer à utiliser et qui, eux, en vivent. Et ce ne sont pas uniquement des gros laboratoires, c'est des milliers, des millions d'agriculteurs, donc des millions d'électeurs aussi, des millions de producteurs. Et ces gens-là, c'est pas seulement Monsanto, c'est la FNSEA, c'est tous les syndicats agricoles de la terre qui sont favorables à ça, pas tous les syndicats agricoles, certains, en tout cas les gros. Oui. Moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que il y a un principe qui a été énoncé dont je pensais que c'était quelque chose de pas mal, c'est le principe de précaution. A priori, que ce soit probable ou certain, par principe de précaution, on devrait l'interdire. Il faut interdire la voiture. Oui, et puis si vous écoutez certains agriculteurs, ils vont vous expliquer que ça change les méthodes de production, donc ça remet en selle le labour, qui peut avoir aussi des mauvaises conséquences écologiques. C'est vrai que les choses sont compliquées. Je pense qu'en effet, la solution, ce que vous disiez, c'est des études indépendantes qui soient incontestables, en fait. Et le 9 novembre prochain, la Commission européenne va soumettre au vote une nouvelle proposition de prolongation de la licence d'utilisation, réduite cette fois à 5 ans au lieu des 10 ans qui étaient proposés encore en début de semaine. Cette licence du glyphosate expire le 15 décembre. Il reste peu de temps aux Européens pour se mettre d'accord. On va en reparler d'ici la fin de l'année, certainement. Je vous propose qu'on termine avec Dilemme. On va faire le lien avec ce qu'on disait là, vous allez le voir. Enfin, Dilemme le fait, c'est osé, mais regardez bien. Pire que le glyphosate, le sarin. Selon l'ONU, le régime syrien est responsable de la meurtrière attaque au gaz neurotoxique à Khan Cheikhoun en avril dernier. T'as pensé à la couche d'ozone? Cet expert furieux interpelle le président contesté, Bachar al-Assad. Dilemme qui revient aussi sur la crise entre Madrid et Barcelone. Catalogne, le saut vers l'inconnu avec un Carles Puigdemont qui s'élance dans un trou béant. Question, comment sera la chute? Et puis sur cette situation explosive en Catalogne, aïe, il se radicalise, constate ce Catalan face à l'ex-chef du gouvernement habillé d'un drapeau séparatiste. De la fumée rouge est sortie du Palais des Peuples, place Tiananmen, cette semaine à Pékin. Rouge comme le parti communiste chinois qui a réélu le président Xi Jinping à sa tête, on en parlait tout à l'heure aussi. Et puis enfin, communisme encore avec ces Russes qui tentent de renverser une statue de Lénine, célébration sans éclat du centenaire de la Révolution d'octobre. Est-ce que, question que je vous pose Agnès, est-ce que le Kremlin craindrait de donner une image positive d'un changement de régime par la force peut-être ? Oui, certainement. En tout cas, le Kremlin et Zhong Enlai se regardent en chien de faïence sur ce genre de questions et ont vraiment pas envie de se donner des mauvais exemples les uns aux autres. Et on se demande si Xi Jinping part sur une voie de poutinisation. Il y est déjà. Sauf qu'il a les moyens, il est très riche, contrairement à Poutine, qui lui est fauché. Et les deux ont quand même des points de convergence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur le plan monétaire, ils se sont arrangés pour avoir un système concurrent de SWIFT, ce qu'ils ne travaillent pas beaucoup ensemble. Du temps de la guerre froide, là, c'est le cas. Sarah ? Non, je dis dire qu'on a pensé au début qu'on pourrait le comparer à Gorbatchev.
c'est une ère bien révolue. Voilà, et ben le monde avance et on le suit semaine après semaine à Kiosque. Merci à vous quatre vraiment d'être venus débattre de cette actualité. À très bientôt. Merci à vous qui nous regardez dimanche après dimanche. Vous êtes aux quatre coins de la planète. Vous nous faites part de vos questions, de vos commentaires semaine après semaine et ça nous fait très plaisir. On attend vos questions, on attend vos remarques. Vous le faites sur la page Facebook de l'émission ou alors avec le hashtag le mot dièse kiosque sur Twitter. Et d'ici là, on reste en contact sur les réseaux sociaux et puis on se retrouve évidemment sur vos écrans dimanche prochain. À très bientôt. Merci.